Eh bien bonjour à tous, je suis Kevin Faure, je vous présente une nouvelle chronique intitulée Clé de scie, une chronique pour comprendre comment la musique de film fonctionne, ou comment elle ne fonctionne pas. On verra tout ça, et pour chaque épisode, je me pose une question, et on essaie d'y répondre. Première question. Pourquoi ça fait penser à... Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire cette question, ce n'est pas grammaticalement correct, non mais vraiment c'est pas du français, c'est nul. Qui a écrit ce truc? C'est toi qui as écrit ça. C'est moi qui ai écrit ça. Pourquoi? Parce que, qu'on soit expert, qu'on soit mélomane du dimanche, qu'on soit juste un néophyte, qu'on soit quelqu'un qui apprécie la musique de film de manière générale, ou même la musique, il y a toujours un moment où on se dit tiens, ça me fait penser à. T'es là, tu viens de sortir du film, tu t'es posé la question, tu dis mais ça me fait penser à un truc, ou t'es en plein milieu du film et tu entends une musique qui te parle. C'est le sujet de la question. Pourquoi ça fait penser à? Alors, celui qui s'y intéresse, qui a déjà quelques connaissances sur le sujet, quelques accointances avec le milieu, peut se permettre une certaine forme d'élitisme. Oh, vous savez, Williams a complètement cambriolé le matériel musical de Gustav Holst, soit dit entre nous. Mais c'est pas eux qui m'intéressent. Enfin... Si, on peut en reparler, tiens, post-it. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette quantité absolument astronomique d'enfants qui, quand ils écoutent n'importe quel extrait de musique classique, un tant soit peu fantasque, vont automatiquement répondre « Eh mais ça se connaît, ça c'est Harry Potter !» Ou, encore pire, « Oh ça se connaît, ça c'est dans une pub !» Bref, bienvenue dans Clé de scie. Donc, Avatar est un film composé par James Horner en 2009. C'est évidemment un succès international, c'est une prouesse technique, c'est un malheur au box-office, ce n'est pas discutable. Et par ailleurs, on associe souvent James Horner avec James Cameron, on parle volontiers de couple cinématographique. À vrai dire, non, ils ont pas fait tant de films que ça, ils en ont juste fait 3, et même si les 3 qu'ils ont fait ont très très bien marché, c'est pas suffisant pour mériter l'appellation couple cinématographique. Ils ont fait Aliens, Titanic et Avatar. Alors maintenant, pourquoi j'ai choisi Avatar? J'aurais pu choisir 40 000 films. J'ai choisi Avatar. Bah pour vous expliquer ça, il faut que je vous parle un petit peu de moi. Quand j'ai... J'ai pas eu une enfance malheureuse, tu te calmes. Mais non plus, tu te calmes, tu reviens au truc de base. J'étais en décembre 2009, l'année de sa sortie. Semaine de sa sortie même carrément. J'étais allé au cinéma pour le voir et j'étais tout excité parce que ce film était vendu à la base comme une révolution pas possible, 3D, lunettes machin, blablabla et tout. Mais pour moi qui était déjà pas mal dans la musique de film à la base, qui commençait déjà à pas mal écouter la musique de film, c'était surtout James Horner. Vraiment, je dis pas de mytho, c'était vraiment James Horner, j'y allais plus pour ça que pour le film, quasiment. C'était le compositeur de Titanic, de Braveheart, de l'homme bicentenaire qui m'a fait pleurer un nombre incommensurable de fois. C'est le compositeur de Jumanji, de Beautiful Mind. Mais ce jour-là, j'ai fait une bêtise. J'ai écouté la bande-son avant d'aller au cinéma. Ça m'était déjà arrivé de le faire et ça m'avait pas ruiné mon plaisir. Mais là, ça m'a ruiné mon plaisir comme jamais ça m'a ruiné mon plaisir auparavant. C'était un désastre. J'ai commencé à écouter, j'avais un compte Deezer, j'ai commencé à écouter la musique d'Avatar avant d'y aller, donc vraiment une demi-heure avant de partir. Hein. Dans un premier temps, j'étais « Oh tiens, ça me fait penser à... » Il y avait une sorte de connivence, j'étais bien, j'étais satisfait. Waouh, ça me fait penser à... Et puis plus la bande-son avançait, et puis plus... Ah tiens, ça me fait penser à... Ah, ça me fait penser à... Ah mais ça me fait penser à... Alors attention, peut-être que vous serez pas d'accord, c'est affaire de jugement. Mais jetons un coup d'oreille quand même.
Alors je sais que pour certains, là tout de suite, ce sont des détails, ce que je comprends parfaitement. Pour d'autres, c'est une paresse d'écriture, acceptable. Mais pour certains, c'est de l'autoplagiat. Mais quelle excitation! Cela nous fait une mini-question supplémentaire. Est-ce que c'est acceptable de se citer soi-même? Et à cette question, je réponds... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est fait avec parcimonie, pourquoi pas? Ça s'est déjà vu. En musique comme en art. C'est pas impossible pour un compositeur de réutiliser son propre matériel. Ceux qui aiment la musique classique, allez écouter la Sinfonietta de Francis Poulenc. C'est une œuvre magnifique et vous pouvez retrouver cachés pêle-mêle des thèmes de ses autres œuvres, comme sa sonate pour violon, qui est elle aussi magnifique. Ceux qui aiment le jazz, vous le savez, je veux dire, ils se citent entre eux, ils appellent ça des citations, c'est monnaie courante dans le jazz. Et ceux qui aiment l'électro, l'autoplagiat, ou même le plagiat sous forme de séquençage, c'est la base. Donc l'autoplagiat, pourquoi pas? C'est un peu du fan service personnel. Ou du fan service tout court d'ailleurs. Alors après, certains d'entre vous pourraient se dire, tu te prends la tête là, c'est juste sa façon de faire, c'est son style, c'est sa signature, c'est comme ça qu'il aime faire la musique, et c'est ce qu'on lui demande. Ben non, non, ça revient à individualiser la musique. Je vais essayer de me faire comprendre. On parle pas de musique dans cette chronique, on parle de musique de film. Et la musique de film agit plus sous la forme d'un hybride. Ignorer l'aspect musical, c'est une erreur. Ignorer l'aspect cinématographique, c'est une erreur aussi. Par exemple, cette flûte là. Cette flûte là. Voilà, celle-là là. Je sais pas ce que c'est. C'est pas une flûte traversière d'orchestre, c'est pas une flûte à bec, c'est pas une flûte de pan, c'est pas un tin whistle, vous savez là, cette flûte à 6 trous là d'Irlande. Je sais pas quelle flûte c'est. En même temps, des flûtes folkloriques, je suis sûr il y en a avoir 40 000. Même les tribus primaires d'Amazonie peuvent fabriquer des flûtes. C'est le truc de base en ethnomusicologie. Mais cette flûte, il la met partout. C'est bien simple. James Horner aime tellement cette flûte qu'il la met pour un paquebot célèbre du début du XXe, pour l'indépendance écossaise de la fin du XIIIe, et pour, dans le cas qui nous concerne, une tribu ancestrale qui a élu domicile sur une planète à des milliers d'années-lumière de chez nous. Non! Ça a beau être son style, je le concède, tous les compositeurs ont leur style, tous les musiciens ont leur style. Mais dans ce cas, ça diminue gravement la portée de son message. Et du coup, pendant le visionnage d'Avatar, certains peuvent faire « ça me fait penser à Titanic ou à Braveheart, c'est cool ». Et certains peuvent faire « Ah, ça fait pas un peu penser à Titanic ou Braveheart, ça ?» Alors, petit hors-sujet, si j'ai pas aimé Avatar, c'est aussi pour une autre raison. C'est que je le trouve musicalement très mal rythmé. Je vais me permettre une toute petite aparté. Alors attention, on va spoiler. Maintenant! Alors là, c'est un moment dramatique du film où les Na'vi et les Bleus perdent leur symbole iconique de leur monde et de leur culture en un seul gros coup de pelleteuse capitaliste américaine. C'est terrible pour eux, c'est horrible, c'est un moment intense, ils perdent tout, et là... Et la musique sans grande force évocatrice. Avec ce fichu trait de cuivre là, ce trait là. Qu'on a déjà entendu plein de fois avant pour d'autres moments, donc en plus on associe ça à quelque chose d'anodin. Alors certes, il y a les cordes. Les cordes arrivent après, mais mélangées maladroitement avec un passage sur l'antagoniste du film, pour lequel c'est un moment de victoire du coup, et ça rend le tout très générique et ça colle pas. Mais il y a un passage où ça colle encore moins bien. Et c'est celui-là. Shut up and fly straight! That's it. Bank left. Y a rien dans ce passage. Et pourtant c'est un truc de fou, hein. Il se jette dans le vide, il est dans un décor magnifique. Il chevauche pour la première fois un dragon. Il est en train de... Ouais, techniquement, c'est pas un dragon. Il a pas vraiment de pattes. Au niveau anatomie, ce serait plutôt un gros écureuil volant. Non mais vas-y, hein, enchaîne. Ouais,
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas compliqué de mettre de l'émotion là-dedans. L'image fait tout le boulot, y a plus qu'à mettre la bonne musique dessus. Regardez un film qui fait bien ça. Donc navré pour ça, c'était mon petit aparté, mon petit billet d'humeur. Gros billet d'humeur. Mais depuis quand tu parles ? Reviens à la question. Je reviens à la question. Le plagiat. Pas l'autoplagiat. L'autoplagiat, ça peut être bien, ça peut être mal, on peut en débattre. Le plagiat, c'est le mal. À vrai dire, je m'étais déjà posé la question du plagiat chez James Horner, justement. Où je me demandais s'il n'avait pas déjà plagié une œuvre d'un compositeur de musique classique, du nom de Giacomo Puccini. Je vous mets les extraits. Et ben là, je vais assumer que c'est une coïncidence. Parce que ces deux petits passages secondaires, c'est pas le thème principal de Troie et c'est pas le thème principal de l'œuvre de Puccini. Ce sont juste des petits passages, les harmonies sont assez triviales, voire logiques. Et puis surtout, avec toute la musique qui existe depuis des siècles, c'est pas impossible de faire, même sans faire exprès, un bout de l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et c'est là que je... il est où mon post-it ? Post-it. Ah, c'est là que j'en viens à parler de John Williams. Alors John Williams, c'est la méga classe. Et Gustav Holst, il est pas dans la... Gustav Holst est un compositeur anglais du début du XXe siècle, et c'est la méga classe aussi, même si on le connaît pas autant qu'il le mérite. Il a composé beaucoup de musique orchestrale, de musique de chambre, de concertos, des opéras, des musiques de scène, des ballets. Il a été très prolifique. Il s'est même essayé à faire une musique de film, The Bells, en 1931, qui depuis a malheureusement été perdue. Et John Williams reconnaît le génie de Gustav Holst. Je veux dire, il a même dirigé des œuvres de Gustav Holst avec ses orchestres. C'est même pas tabou. Alors, quand certains écoutent ça... et qui disent que ça leur fait penser à ça... je comprends l'irritation que ça peut leur donner. Je comprends que ça donne l'impression que ce soit du vol. Mais je persiste et signe. Ce sont des effets musicaux, pas vraiment du plagiat. C'est ce que je vais appeler des effets d'orchestration, de recherche de timbre. C'est quelque chose qui a fasciné nombre de compositeurs bien avant la musique de film. Au début du XXe siècle, plein de compositeurs se sont posé la question de comment chercher de nouveaux timbres, de nouvelles sensations musicales. Et encore avant eux, au XIXe siècle, des compositeurs comme Hector Berlioz ont remis en question la notion d'orchestration. Et encore avant eux, il y avait nombre de compositeurs qui cherchaient à faire sonner des orchestres. Mais si on regarde Mozart et Haydn, l'école de Mannheim, tout ça, si on écoute leurs symphonies, ce sont toujours les mêmes orchestres, quasiment, et toujours les mêmes orchestrations, à quelques détails près, et quelques détails de génie pour Mozart. De manière générale, c'était très souvent les mêmes traits d'orchestre, souvent. Et John Williams, il est familier de tout ça, il connaît tout ça, il sait orchestrer, il a écrit des concertos pour chaque instrument, il est calé dans le domaine et il est familier de tout ça. Donc ça ne m'étonne pas qu'en ayant entendu une jolie alchimie d'orchestration, il la réutilise. Et puis, quitte à comparer, je trouve ça bien plus horripilant que depuis 20 ans de musique de film, à chaque fois qu'il y a une scène dramatique, on nous mette des violons dans les aigus. Mais ça, on va en reparler. Là où je dois vraiment être plus critique, c'est pour Korngold. Erich Wolfgang Korngold. Un compositeur, c'est la méga classe aussi. Compositeur né en Autriche-Hongrie, et il fuit le nazisme. Et le nazisme, c'est le mal. Comme le plagiat, d'ailleurs je vous laisse un petit sondage sur YouTube pour déterminer ce que vous préférez. Korngold va rejoindre Hollywood et va être naturalisé américain à l'âge de 46 ans. Ce qui fait qu'il fait parfaitement la transition de la musique pure à la musique de film, mais aussi de la musique européenne à la musique américaine.
Et pour en avoir écouté beaucoup, à chaque fois, ça sonne très bien et il y a toujours des bonnes idées. En fait, il fait partie du trio gagnant des années 30 avec Max Steiner et Alfred Newman, qui eux aussi sont des très grands compositeurs et récompensés comme pas possible. Il a écrit en 1942 un film qui s'appelle King's Row, Crime sans châtiment en français. On écoute 2 secondes. Et là, je peux pas défendre John Williams. Je vais vous montrer. C'est le piano la la. C'est quoi? Piano la la. C'est quoi? Piano la la. Ceci est le piano La. Marche bien. Si on prend le thème de base de King's Row de Korngold, ça donne... Pas plus lentement. Si on prend le thème de Star Wars... Certains disent, ouais, il a fait que rajouter 2 notes. Ok, mais moi j'ai envie de dire autre chose. Ces notes-là, sans rire, je mets n'importe qui sur un piano, au bout d'une demi-heure, je suis sûr qu'au hasard, il finira par faire ces notes-là. Elles sont l'une à côté de l'autre, elles sont simples à trouver, et pour le coup... c'est pas si difficile que ça à composer. Je suis navré, hein, mais ce thème-là, il est pas si compliqué que ça. Il est pas aussi compliqué, par exemple, que le thème d'Harry Potter, par exemple, qui lui... Je vais changer de... Good. La 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 la. Qui est plus tortueux. Et là, c'est impossible de tomber 2 fois sur le même. Donc là encore... je peux te défendre, John Williams. Si ça se trouve, t'as pas fait exprès de composer la même chose. On écoute la suite. Non, là, je veux bien te défendre jusqu'au bout, John Williams, mais là, t'as... non, là, t'as plagié, là. Je veux bien te défendre contre Holst, je veux bien essayer de te défendre contre Korngold, mais là, ça fait trop de coïncidences. Enfin, t'as piqué 2 thèmes de sa partition, et ensuite t'as créé une des partitions les plus incroyables de l'histoire du cinéma. Mais... là, je peux pas vraiment te défendre. Mais finalement, ces affaires de plagiat restent assez rares dans le milieu de la musique de film, et il y a toute une communauté très très forte de mélomanes aguerris qui sauront trouver et déceler les arnaques pour les exposer au grand jour, j'ai confiance. Concernant la réponse à la question de cette chronique, je dirais que qu'il y ait du plagiat, de l'autoplagiat, de la signature ou qu'il y ait rien du tout, la musique fait toujours penser à une autre musique. Parce que la musique ne sait pas faire table rase du passé. Que ce soit une suite, que ce soit un contraste, on est toujours connecté plus ou moins à son passé. Donc la musique fera toujours penser à une autre. Et pour les autres, c'est une question de pédagogie et d'apprentissage. Eh mais je connais ça! C'est l'allegretto gracieux de la 2e symphonie 3e mouvement de Johannes Brahms. Opus 73. Et c'est aussi la pub de Nut.